professeur. Bonjour. Cher professeur, vous êtes à la base d'une initiative qui fait soulever des vagues au pays. Au point même qu'on l'on dit de vous, vous êtes beaucoup plus vedette que Fali ou Kofi Olomide, votre initiative. Il s'agit d'un vouloir de pouvoir verrouiller certains postes jugés un peu rogaliens pour diriger notre pays. Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir avec cette initiative? Oui, d'abord je voudrais vous remercier de me comparer donc à mes vedettes préférées. Kofi Olomide et Fally Ipupa, ce sont mes préférés parmi les musiciens congolais. Il y a juste une musicienne qui dépasse dans mon estime par rapport à eux, c'est Cindy Locker. Donc me comparer à eux, donc c'est un honneur. Maintenant, en ce qui concerne l'initiative de verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, ou la loi Tchani comme c'est connu par tout le monde, l'idée c'est de protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. Pourquoi? Parce qu'un pays qui perd sa souveraineté, il a perdu son indépendance, il est devenu une colonie d'un pays étranger ou des pays étrangers. Nous voulons éviter de revenir à cette situation d'avant 1960. Alors, pour le faire, nous disons que la gestion du pays doit être dans les mains des gens qui seraient 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Des gens qui ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts. Je vais m'expliquer. Quand vous avez un chef d'État de la République démocratique du Congo dont le père serait rwandais et la mère serait congolaise, ce chef d'État se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Quand il y a un problème entre le Rwanda et la RDC, il serait partagé entre le Rwanda de son père et la RDC de sa mère. Qui voudrait choisir entre le père et la mère? Personne ne voudrait être dans cette situation-là parce que vous aimez tous les deux. Par conséquent, vous ne pourrez pas prendre des décisions qui seraient exclusivement dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Pour éviter cela, nous disons que tous les Congolais sont les mêmes. Quand je dis tous les Congolais, je veux dire les Congolais des pères et des mères, des Congolais des pères ou des mères, des étrangers naturalisés congolais ou des apatrides, des gens qui n'ont pas de nationalité mais qui se sont retrouvés sur le sol congolais, on les a acceptés comme Congolais. Tous, ils sont tous les mêmes et ils sont Congolais à 100%. Ils ont droit à tout dans leur pays. Droit à tout, c'est-à-dire ils peuvent être des professeurs d'université, des médecins, des hommes d'affaires, des PDG des entreprises. Ils peuvent travailler donc dans des postes même ministériels, mais qui ne sont pas régaliens. Par exemple, ministre des Sports, ministre de... ainsi de suite là. Mais quand on arrive aux fonctions de souveraineté, nous nous disons on doit réserver ces fonctions-là exclusivement aux Congolais qui soient nés des pères et des mères. Pourquoi? Parce que au moins nous avons la présomption qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts et qu'ils seraient loyaux à 100% à la République démocratique du Congo. C'est ça l'idée derrière cette loi ici. Et les postes de souveraineté dont il est question, on les a comptés, pas plus de 250. Ce n'est pas beaucoup sur une population de 107 millions d'habitants. On prend le président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire justice, défense, finances, intérieur et affaires étrangères, les hauts commandements militaires de l'armée, les généraux là de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le président de la commission électorale nationale indépendante, le directeur de la DGM, de la Direction générale des migrations, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements, les hauts magistrats de la République, des gens comme le président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour constitutionnelle, les gouverneurs des provinces et leurs adjoints et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger. En plus de tous ces postes-là, on y met aussi leurs épouses et leurs époux. Pourquoi est-ce qu'on met les épouses? Parce que si vous êtes président de la République, on a dit que nous voulons que vous soyez des pères et des mères congolais pour être loyal à la RDC. Mais si à côté de vous, vous avez une femme qui est rwandaise et tous les soirs quand vous venez, vous êtes avec elle, c'est votre première conseillère, vous ne pouvez pas, prendre des décisions qui aillent à l'encontre de son pays. Sinon, elle va vous aiguiller. Et d'ailleurs, on peut utiliser cette femme-là comme étant un canal pour pouvoir exercer des pressions sur la prise de décision donc en RDC. Pour éviter ça,
Nous disons, nous allons verrouiller aussi les épouses et les époux de toutes les façons. Nous avons de très belles femmes au Congo. Si vous voulez diriger donc le pays ou bien occuper des fonctions de souveraineté, trouvez l'une de ces femmes-là et vous allez les épouser. Donc le problème est réglé. Donc ça, c'est le premier volet de la loi. Le deuxième volet de la loi, c'est le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. On dit que vous êtes congolais, vous ne pouvez pas avoir une deuxième nationalité. À cause de ce principe-là, 15 millions de nos compatriotes ont perdu la nationalité congolaise. Et ils sont éparpillés à travers la diaspora, ou même certains sont ici au Congo. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que nous gagnons avec ça? Ces 15 millions de gens qui ont perdu la nationalité congolaise, ils n'avaient pas choisi d'abandonner la nationalité congolaise. Ils sont allés à l'étranger à cause de la mauvaise gestion du pays. Ils ne pouvaient pas trouver des opportunités. Et quand ils sont allés à l'étranger, ils ont étudié, ils ont trouvé du travail, ils ont acquis de l'expérience professionnelle. Et maintenant, nous disons, nous ne voulons plus de vous, vous n'êtes plus congolais. Je dis non, ils n'ont jamais renoncé à la nationalité congolaise. Maintenant, nous voulons qu'ils puissent recouvrer la nationalité congolaise. Pourquoi? Parce qu'ils constituent des ressources humaines de qualité dont le pays a besoin pour son développement. En plus de cela, c'est des sources d'investissement, étant donné qu'ils ont travaillé dans des pays où il y avait un pouvoir d'achat et ils pouvaient épargner de l'argent. En les autorisant à revenant au Congo quand ils veulent, ils vont investir au Congo et c'est le Congo qui gagne au point de vue de création d'emplois et d'opportunités pour tout le monde. Donc voilà, grosso modo, les deux principes contenus dans la proposition de loi Tchani de verrouillage aux fonctions de souveraineté. Chaque fois, si on dit on ne va pas le faire pendant ce mandat, on va attendre le mandat prochain. Le mandat prochain, au début, on est tous préoccupés par la formation du gouvernement. Ce n'est pas l'attention de tout le monde. On arrive 1 an, 2 ans plus tard, on sort la loi, on va dire « Ah, on est déjà à la veille des élections ». On ne va rien faire. Je vais vous dire maintenant pourquoi cette loi elle est opportune. Et en utilisant une anecdote. Vous êtes marié, vous avez 10 enfants, et vous avez votre père, votre mère, vos neveux et consorts. Ils vivent chez vous dans une maison qui est une chaumière. Une chaumière, ce sont des maisons qui sont faites en paille. Mais cette maison se trouve au milieu de la forêt équatoriale. Et vous avez toujours vécu là-bas pendant des siècles et des siècles. Un jour, Dieu vous montre quelque chose en vous disant, mais tiens, nous sommes au milieu de la forêt équatoriale. Qu'est-ce qui arriverait s'il y a des feux de brousse? Les feux de brousse vont envahir la forêt et ils vont finir dans votre maison, tuant tout le monde. Vous vous dites, mais tiens, pour protéger ma famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer autour de la maison, créer suffisamment d'espace, ok, et installer le système d'extincteur pour que quand il y a le feu qui arrive, vous jetez de l'eau et ça va calmer donc le feu. La question que je vous pose est celle-ci. Quel est le meilleur moment, quand vous avez eu cette idée-là, de la mettre en œuvre, de nettoyer autour de la maison, d'installer l'extincteur? Est-ce qu'il faut attendre dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 1 an? Si vous attendez une journée supplémentaire et le feu arrive le deuxième jour, tout est parti. Par conséquent, à la minute que vous avez perçu ce risque-là, il faut immédiatement passer à l'action. C'est ça qui nous arrive avec la loi de verrouillage ici. Au début, on n'y a pas pensé. Quand on y a pensé, et on s'est dit, mais tiens, il y a un risque qu'un infiltré arrive à se hisser au sommet de l'État. Quel est le meilleur moment de le faire pour protéger le pays? Immédiatement. C'est ça, donc, le timing là que nous avons aujourd'hui, c'est le meilleur. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce sera trop tard pour bien faire par la suite. Merci, professeur, pour votre réponse. Mais pour terminer, qu'est-ce que vous ferez? Parce que aussi, le malheur, c'est que dans la démocratie, c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Vous avez déposé votre proposition, elle a été endossée et même classée, alignée dans le programme de cette session. Si jamais les parlementaires ne votaient pas, vous allez faire quoi? Parce que en démocratie, on voit aussi parfois des bonnes idées sont balayées des revers de la main. On a vu Barabbas a été préféré par rapport à Jésus qui était un bon. Vous savez, notre pays s'appelle comment? République démocratique du Congo. Je souligne démocratique. C'est un pays où il y a la démocratie. La démocratie, c'est la gestion du pays par la majorité. Si nous allons à l'Assemblée nationale, il y a débat pour et contre. Les gens donnent 2 arguments et ils votent et la majorité se dégage contre la loi. Mais nous allons nous incliner en disant la majorité a décidé et la démocratie a gagné. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je parle avec des gens, la population.
Je parle avec les députés nationaux. Tout à l'heure, en venant dans cette émission ici, juste en sortant de la voiture, j'entends des gens, les mamans qui vendent les fruits là dehors, qui crient la loi Tchani, des pères et des mères, nous sommes avec vous. Partout où nous allons, c'est comme ça. Quand il y aura vote au niveau de l'Assemblée nationale, je peux prédire, avec... j'espère que je ne vais pas me tromper, je peux prédire que la loi va passer à plus de 95%. 95%, c'est tellement populaire. La population congolaise n'est plus naïve, ils ont compris. Qui est ce Congolais-là qui voudrait que son pays soit dirigé par un étranger? Qui est ce Congolais-là? Pourquoi est-ce que Patrice Emery Lumumba est mort? Il est mort pour que le Congo soit géré par qui? Par nous les autochtones, les propriétaires de la terre. Il n'y a pas de raison qu'on puisse importer quelqu'un d'autre pour venir nous diriger. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons des Congolais bien formés dans les mêmes universités qui ont formé donc les Occidentaux et qui ont de l'expérience à revendre, qui ont une vision de développement du pays. Il n'y a pas de raison que nous puissions céder notre pays pour devenir esclaves dans notre propre pays. Par conséquent, je n'ai pas d'inquiétude. La loi va passer. Et elle va passer à 95% au moins. Alors, professeur, moi je suis formé par le prêtre, le père des Scouts. J'ai étudié au collège Gélicia, créé en 1917 par Père Raphaël de la Quétule de Rio. C'est ici à la gare centrale. C'est fait un Belge. Il n'a pas été comme vous et moi, des pères et des mères congolais. Que diriez-vous de ceux de nos compatriotes, des pères et des mères, bien sûr, mais qui ont volé, qui n'ont pas permis à ce pays de décoller? Mais pourtant, il y a d'autres étrangers. Père Buffalo, un autre Belge, dans les années 70, il a pris tous les enfants de les œuvrer ici. Il en a fait des hommes étoilés. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons combien de pasteurs? Aucun ne s'occupe de ces enfants-là. Comment vous y répondez? Ben, moi, je voudrais saluer la mémoire de ces Belges-là qui ont travaillé dur pour former nos compatriotes. Et moi, je suis le fruit aussi de ces efforts de Belges. J'ai étudié aussi dans une école en Gandajika qu'on appelle le Collège Saint-Georges, qui était créée par des Belges, gérée par les Belges, et des scoutistes aussi. Par conséquent, je voudrais saluer leur mémoire et apprécier le travail qu'ils ont fait. Et je voudrais demander d'ailleurs qu'ils continuent à le faire aujourd'hui. On ne refuse pas ça. On les encourage à faire davantage pour le pays, tout comme on encourage tous les étrangers qui veulent travailler dans notre pays. Le Congo n'est pas un pays de xénophobes. Nous sommes un pays ouvert aux étrangers. On accepte les étrangers, on les admire d'ailleurs. Qu'ils viennent, qu'ils travaillent avec nous, mais qu'ils travaillent dans des postes où ils peuvent donner la contribution sans empiéter sur la souveraineté nationale. La gestion du pays, de la République démocratique du Congo, doit revenir aux nationaux, aux autochtones. C'est pour ça que Patrice Emery Lumumba est mort, les martyrs de l'indépendance. C'est pour que ce pays soit géré par nous, les propriétaires de la terre. Maintenant, est-ce que nous sommes parfaits, nous, les propriétaires de la terre? Non. Il y a parmi nous des gens qui ont posé de mauvais actes, qui ne sont pas des actes patriotiques. Ces gens-là, moi, je demande que l'État de droit s'en occupe. Quand vous avez un Congolais de père et de mère qui met les mains dans les caisses de l'État, qui vole de l'argent du public, je voudrais que l'État de droit s'applique à lui. Et d'ailleurs, avec beaucoup de force, qu'il soit arrêté, jugé, condamné, mis en prison. Et quand il va en prison, il va rester pendant 20 ans, 30 ans. Quand il sort de là, il ne peut plus travailler dans l'administration publique ou se présenter à un mandat électif qu'on montre que nous sommes sérieux dans la lutte contre les antivaleurs. Ça, oui. C'est comme ça qu'on va corriger la société. Vous savez, en Asie, la Corée du Sud, ou même la Chine, si vous détournez $1000 ou $2000, vous êtes fusillé. On vous coupe les bras. Nous sommes trop gentils. Parce que chaque fois qu'on arrête quelqu'un, qu'il soit des pères ou des mères, ou un étranger ou n'importe qui, il va à Makala, il utilise un peu d'argent qu'il avait volé là pour corrompre les juges, on le sort de là, on l'envoie à l'étranger pour se faire soigner et il ne va plus jamais revenir. Je veux que nous soyons plus rigoureux que ça, plus sérieux, qu'on punisse même davantage les pères et des mères qui sont des mauvais citoyens. En le faisant, on va éduquer toute la société. Donc, je voudrais qu'on ait une société où tout le monde participe au développement, mais chacun dans les limites de ce qui lui est autorisé par la loi. Les pères et des mères, ils peuvent gérer. Ils peuvent tout faire comme tout le monde. Ils peuvent gérer le pays. Mais les pères ou des mères ou les étrangers naturalisés congolais ou les apatrides, ils peuvent aussi participer à tout dans les domaines qui leur sont reconnus par la loi. C'est comme ça que le pays va se développer. Je donne l'exemple des États-Unis d'Amérique. Quand vous allez aux États-Unis, tout le monde a un mot à dire dans la gestion du pays.
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas devenir président des États-Unis. Les Kissinger, les Arnold Schwarzenegger, les Madeleine Albright, ils sont montés dans la hiérarchie au maximum jusqu'à devenir secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est la troisième personnalité du pays. Ou bien gouverneur de l'État de Californie, c'est l'équivalent d'un chef d'État, mais au niveau de l'État. Mais ces gens-là ne peuvent pas devenir président de la République des États-Unis parce que la loi ne les reconnaît pas ce rôle-là. La loi dit non, ce rôle-là est reconnu simplement à ceux qui sont nés sur le sol américain, qui sont des Américains à 100%, c'est-à-dire l'équivalent des pères et des mères. Ius soli. Donc, moi, je veux qu'on soit une société où il y a des règles claires. Les règles claires, c'est que vous, les étrangers, ou bien les autres qui sont des Congolais, mais qui ne sont pas des Congolais de père et de mère, faites tout dans votre pays, c'est notre pays. Mais ne touchez pas aux fonctions de souveraineté. Il y a des gens qui invoquent un exemple que je trouve intéressant. Mamadou Ndala, de père sénégalais et de mère congolaise, mort pour la patrie. Moi, je considère Mamadou Ndala comme étant un héros national. Je voudrais qu'on puisse le proclamer héros au même titre que Patrice Emery Lumumba. Mamadou Ndala, comment il est arrivé à mourir? Vous savez pourquoi? Il est mort parce que notre institution armée était infiltrée par des gens des Rwandais qui prenaient l'information qui dit ce monsieur-là se bat pour la liberté de tout le monde, pour sauver, pour défendre la souveraineté nationale. On l'a ciblé, on a tiré dessus, on l'a éliminé. Mamadou Ndala est mort pour son pays. Mais si Mamadou Ndala était vivant, il aurait soutenu la loi Tchani. Vous savez pourquoi? Il aimait tellement le Congo qu'il était prêt à se mettre de côté, ses intérêts personnels de côté, pour que le pays puisse avoir la liberté, la souveraineté, l'intégrité territoriale. Par conséquent, il est mort parce que c'est son travail qu'il avait choisi de faire. Il avait choisi d'être militaire. Et les militaires, donc, quand ils vont au front, ils sont soit vivants, soit morts, et lui, il est mort. Et je voudrais qu'on puisse l'honorer et le reconnaître comme héros national. Mais cela ne veut pas dire que Mamadou Ndala devait devenir chef de l'État. Il n'a jamais voulu d'ailleurs devenir chef de l'État. Il s'est battu pour défendre son pays, le pays de sa mère et le pays à lui aussi. Par conséquent, nous le reconnaissons donc dans ce rôle-là. Mais on ne doit pas donc dire parce qu'il est mort au front, donc tous les étrangers ou bien tous les des pères ou des mères doivent devenir des chefs de l'État. Ce n'est pas comme ça. Alors, je vais terminer par cette question. Nous sommes à 9 mois de la tenue des élections générales chez nous. Mais nous avons un problème. Le problème, il est sécuritaire. Nous avons 26 enfants, 26 provinces, dont 2 sont malades. Le Nord Kivu et l'Ituri. Rutshuru, Masisi, Nyiragongo pour le Nord Kivu. Irumu, Djougou, Mahagi pour l'Ituri. Pour vous, qui êtes un sage, un intellectuel de haute facture de ces pays, va-t-on aller aux élections avec... Nous allons à ces élections sans ces 2 enfants malades, ou devrions-nous nous atteler d'abord à pacifier l'ensemble du territoire national qui est la circonscription nationale pour un président de la République, et puis même si on va dépasser le délai, on verra les élections plus tard. Quel est votre avis à ces sujets? Vous savez, mon avis a toujours été que le pays a besoin de la paix et de la sécurité partout. Et nous devons tout faire pour qu'il y ait retour à la paix et à la sécurité sur l'ensemble du territoire national, qu'il n'y ait pas un seul morceau de la RDC qui échappe au contrôle de la RDC. Par conséquent, je suis content qu'il y ait un gouvernement et qu'ils vont peut-être mettre l'accent sur la récupération de tous ces territoires-là. J'ai toujours dit, ce qui fera notre force, ce sont les FARDC. Les FARDC restructurés, capables de rivaliser avec n'importe quel pays ou avec n'importe quel groupe de rebelles. Ma prière, c'est que les FARDC reprennent le contrôle de tous les territoires occupés et que cela intervienne avant les élections qui sont prévues pour cette année pour que tout le monde, tous les enfants congolais, quel que soit là où ils se trouvent, ils participent au choix des futurs dirigeants et qu'il n'y ait pas un seul morceau de terre qui nous échappe. Mais si jamais ça n'arrive pas, nous sommes pragmatiques. En 9 mois ici, ça c'est notre souhait à nous tous que les FARDC puissent reprendre le tout. Mais si, malheur, pendant ce timing-là, cela n'est pas fait, on fait quoi? On abandonne nos frères cités pour aller aux élections et utiliser la jurisprudence qui voudrait quand même faire remarquer qu'il y a une partie de Béni, Boutembo qui n'avait pas voté en 2018. On fait comment? Bon, vous dites qu'il y avait déjà une jurisprudence. Si nous avons à l'impossible, nul n'est tenu. S'il faut aller aux élections, même si une petite portion du territoire échappe au contrôle, nos frères de là vont comprendre que nous voulons avoir donc la continuité de l'État pour qu'on continue à se battre pour les libérer.
Donc, moi, je pense que s'il y a eu jurisprudence, ce cas-là va servir de leçon dans ce cas précis. Mais ma prière, mon souhait, c'est que les FRDC donc, fassent le nécessaire pour récupérer tous les territoires, car, à mon avis, l'impossible n'est pas congolais.